Deuxième problème qui nous touche tous, plus ou moins, c'est celui du mal de dos. Le mal de dos. Alors le mal de dos, de la hernie discale au canal étroit lombaire, et je passe la parole à mon élève et fils spirituel, j'en ai plusieurs fils spirituels, mais lui ça en fait partie. Philippe Bancel. Philippe Bancel qui travaille à Paris. Alors d'abord je voudrais remercier l'Académie de chirurgie de son accueil. Je suis très heureux et très flatté d'être ici. Remercier bien sûr Jean Dubousset. Et à la question posée tout à l'heure par Jean Dubousset, est-ce que Raphaël Seringe et Jean Dubousset ont été exemplaires? Eh bien oui, vous avez été exemplaires, vous avez été mes maîtres, je pense à vous tout le temps, et je vous remercie du fond de mon cœur aujourd'hui, parce qu'effectivement, j'ai tout appris à votre contact. Alors je vais parcourir une longue période que je vais raccourcir quand même avec vous, parce qu'on passe de l'hernie discale, comme demande Jean Dubousset, et la pathologie discale, c'est 35 ans. Et comme a dit Jean Dubousset tout à l'heure, l'étroitesse canalaire, c'est 65 ans. Sur le plan anatomique, très rapidement, parler de l'unité vertébrale décrite par Panjabi. Pourquoi? Parce que Panjabi a décrit cette unité qu'il a beaucoup étudiée sur le plan anatomique, corps vertébraux en avant, pédicule latéralement, élément postérieur, lame et épineuse qui encerclent le canal rachidien, et on verra tout à l'heure qu'il peut être rétréci. Et White et Panjabi ont analysé également les parties molles qui jouent un rôle majeur dans la stabilisation, et notamment l'espace intersomatique entre les deux vertèbres, parce qu'il y a un plateau vertébral supérieur et inférieur avec du véritable cartilage, une néovascularisation responsable de l'imbibition discale, qui n'est pas vascularisée, et on en arrive au disque, qui est une double composante, un nucléus central qui est modelable, mais qui est inextensible, très résistant, entouré d'un annulus, qui est fait de fibres, qui est également très résistant. Et dans la genèse de l'altération dégénérative discale s'opposent deux concepts. Le concept traumatique que tout le monde connaît, c'est-à-dire un mouvement extrêmement violent et brutalement une pathologie discale qui s'exprimera par une lombalgie, une radiculalgie et qui s'approche de l'entorse. Et un concept beaucoup plus complexe, plus récent, biochimique et biologique, qui se rapproche des processus de l'arthrose. Alors le rôle mécanique, bon, je vais aller très vite, il a été décrit par Farfan et Nakamsom, in vivo, in vitro, et en gros, Wafa nous en parlera tout à l'heure peut-être, à savoir que le nucléus est soumis plutôt à des contraintes de compression et l'annulus plutôt de tension, et dans des mouvements soit répétitifs ou des mouvements brutaux, cet annulus peut se déchirer et laisser pondre une hernie discale plutôt postérolatérale. Beaucoup plus intéressante, et le phénomène inflammatoire est extrêmement complexe. Ce sont les immunologistes et les biologistes et les biochimistes qui ont mis en évidence à l'intérieur du disque, dans le disque intervertébral, des cytokines pro-inflammatoires, des médiateurs de l'inflammation, des prostaglandines et surtout des enzymes qui sont responsables de la destruction discale. Et plusieurs schémas ont été développés avec peut-être un stimulus mécanique au départ qui va stimuler les cellules de l'annulus et vont être émis des médiateurs de l'inflammation, eux-mêmes qui vont activer des métalloprotéases qui vont être responsables de la destruction discale. Il y a d'autres schémas de phénomènes inflammatoires par microtraumatisme de la plaque vertébrale avec accroissement des cellules macrophages des lymphocytes avec émission de transmetteurs de l'inflammation. Alors ça c'est fondamental parce que ça explique, ça c'est une diapositive que j'ai volée à Jean-Marc Vital, que ça explique soit on a une contrainte mécanique et on va avoir authentiquement une irritation sacro-radiculaire, mais parfois on fait une imagerie et on n'a aucune irritation mécanique, mais on a pourtant une radiculite, et cela est expliqué par les phénomènes inflammatoires que je viens de vous décrire. Il y a aussi également, toujours volé à mon modérateur, comme ça il n'aura plus rien à dire, effectivement, Jean-Marc Vital a montré qu'il y avait aussi peut-être dans la dégénérescence discale des germes qui étaient responsables de l'altération. Et mon ami Alain Chevreau, chef de service de radio, a montré que en fait, l'hernie discale peut-être n'existait pas, ce n'était qu'une entorse, comme une entorse des parties molles vue au niveau des articulations périphériques. Alors, la conduite à tenir, parce que c'est la question de Jean Dubousset, face à une symptomatologie discale, quel type de tableau on a ? Eh bien, soit on a un tableau relativement simple, isolé, c'est la sciatique, soit on a un tableau beaucoup plus complexe, c'est la lombalgie. Alors, la sciatique, parfois, est simple d'explication parce qu'il y a un authentique conflit disco-radiculaire purement mécanique.
Et là, il faut donner quand même, rendre hommage à nos maîtres, hein, car ils ont laissé effectivement l'explication de cette symptomatologie radiculaire qui était vraiment très non comprise par les historiens. Il faut parler de Lassec, Brissot, Desgerine, Sicard, à la Joignine, et enfin les travaux de De Sèze qui ont bien éclairé sur cette symptomatologie. Alors, globalement, quand on est confronté à une sciatique par hernie discale, eh ben, il faut savoir s'abstenir. 90% des malades guérissent. Et guérissent pourquoi? Soit parce que, comme Alain Chevreau l'a dit, la hernie discale n'existe pas, une simple immobilisation comme une entorse va voir le phénomène disparaître, soit, comme on dit les rhumatologues, effectivement, il y a des phénomènes inflammatoires qui, en même temps, ont été responsables de la destruction de l'annulus, vont détruire la hernie discale, et on observe effectivement chez des malades qui guérissent de très volumineuses hernies discales bien visibles à l'imagerie, qui quelques mois, voire années plus tard, ont un canal rigoureusement normal. Alors qu'est-ce qui reste des indications opératoires? Qu'est-ce qui reste pour nous, chirurgiens? On est à l'Académie de chirurgie. Très peu d'urgences. Les troubles sphinctériens, les syndromes de la queue de cheval, les paralyses aggravants, les sciatiques hyperalgiques. En revanche, l'indication opératoire, elle est rare. Car dans une conférence de consensus il y a 20 ans, on avait conclu qu'il fallait au minimum 6 semaines de traitement médical bien conduit avec une concordance et une demande du malade. Alors la chirurgie de la hernie discale, il faut être très simple et simpliste. Il y a un conflit disco-radiculaire, il faut lever le conflit. Maintenant on a des abords mini-invasifs, on utilise parfois le microscope. J'ai encore volé cette diapositive à Jean-Marc Vital, qui est un abord mini-invasif par endoscopie. Qu'en est-il de la lombalgie? La lombalgie, il y a deux types de lombalgie. La lombalgie aiguë, qui est liée à un conflit disco-radiculaire, un conflit sur le ligament vertébral postérieur, mais sans conflit radiculaire. Et il y a aussi des phénomènes inflammatoires, comme on a vu tout à l'heure, qui s'expriment par ce qu'on appelle en IRM, et ça, les radiologues pourront mieux vous parler de ça, des modiquins. Alors, ces malades-là peuvent présenter des lombalgies aiguës. Mais là aussi, il faut être extrêmement prudent dans les indications thérapeutiques. La hernie discale peut disparaître et le modiquin peut devenir modique 2 avec une sédation totale de la douleur ou une régression importante de la douleur. C'est la raison pour laquelle la chirurgie, à mon sens, dans la lombalgie, doit être vraiment au deuxième plan. Et là aussi, pourquoi? Parce qu'elle est très invasive. Ce sont soit des arthrodèses, soit de simples dissectomies, soit des prothèses discales. Pour ma part, on donnera la parole tout à l'heure à Jean-Marc, je ne fais pas de prothèse discale pour les lombalgies. Et alors on saute 20 ans et on passe directement de 35 ans à peu près 65 ans pour parler du canal étroit. Alors le canal étroit, c'est une notion qu'adore M. Dubousset, enfin mon maître, c'est un problème de contenant-contenu. Alors le contenant, c'est quoi? C'est le canal vertébral, enfin c'est ce qui entoure le canal vertébral, et le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur de ce canal rachidien. Alors le contenant... Bon, on ne va pas revenir sur le diamètre du canal rachidien. Jean-Marc Vital a bien fait des travaux sur le cartilage neurocentral pour dire que, à partir de 5 ans, ce canal rachidien lombaire est déterminé. C'est pour ça que Verbiste, en 1952, l'homme qui a décrit le canal étroit, a bien montré qu'il existait des sténoses congénitales. Mais il faut en fait revenir au terme de sténose congénitale, car elle est extrêmement rare, et rendre hommage à Stanislas De Sèze qui a parlé de canal rétréci. En fait, l'altération dégénérative du rachis conduit systématiquement à 65 ans à des phénomènes arthrosiques et des phénomènes dégénératifs qui fait que le canal perd son calibre normal. Tous les éléments osseux s'épaississent et les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, ligamentaires, s'épaississent pour avoir un canal qui perd effectivement son diamètre normal. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, c'est les conséquences de l'espace épidural où passent les racines, de la dure mère et de l'espace intratécal où passent les radicelles. Alors, il ne faut pas se contenter de définir la sémiologie du canal étroit uniquement par des contraintes mécaniques, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. La preuve en est, c'est que si la sténose canalaire ne donnait que des compressions radiculaires, on aurait des sciatiques. En fait, la pathologie typique, c'est ce qu'on appelle la claudication médulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des phénomènes inflammatoires associés, des phénomènes vasculaires à la fois veineux et artériels, et des phénomènes généraux. Et puis, il y a aussi des phénomènes dynamiques. On sait que le rachis a un calibre différent au niveau de son canal, en flexion et en extension. Alors, la conduite à tenir. La conduite à tenir, là aussi, il faut être extrêmement prudent. Dans les services de rhumato où je travaille en rhumatologie à Cochin, la proportion de malades ayant une sténose canalaire est un tiers des sujets de plus de 65 ans. C'est la raison pour laquelle, face à une sténose canalaire, il ne faut pas opérer. Il ne faut opérer que des malades qui sont symptomatiques. Les études prospectives randomisées montrent que la chirurgie est supérieure au traitement médical. Mais il faut toujours commencer par un traitement médical.
Quand opérer? Eh bien, opérer quand le malade, effectivement, présente un handicap. Et je dis toujours qu'il y a des malades qui présentent des sténoses canalaires qui sont bridgeurs. La chirurgie n'est pas nécessaire. Il y a des malades qui présentent des sténoses canalaires et qui sont golfeurs. Et là, l'indication opératoire est plus indiquée. L'imagerie permet de confirmer le diagnostic qui, à l'interrogatoire, permet de savoir que vous avez une sténose canalaire. La gêne fonctionnelle doit être majeure avec une demande. C'est des sujets qui ont plus de 70 ans. Il faut effectivement parler avec le malade du bénéfice et du risque. Si la lombalgie est prédominante, à mon sens, pas de chirurgie. On l'avait bien montré avec M. Deburge. Alors, que proposer? On a une compression de l'axe neurologique. Donc, il faut décomprimer directement ou indirectement. Mais on a ce qu'on appelle aussi, en donnant du contenu, on a un contenant qui peut être instable, qui peut bouger dans l'espace de façon anormale ou qui peut être déformé. Et il faut savoir, dans ce cas-là, proposer une fusion avec instrumentation ou pas. Comment décider de ce que l'on va faire? Eh bien, il faut analyser la symptomatologie sur le plan sémiologique, analyser les radiographies et noter s'il existe une composante dynamique, une instabilité et une déformation. Alors, je vous ai fait 4 tableaux pour résumer un petit peu ma façon de penser. Premier tableau, le malade se plaint d'une symptomatologie radiculaire ou neurogène et la radiographie montre une sténose rachis stable, non déformée. Alors, il faut, à mon sens, être simple et savoir faire des petites fenestrations osseuses, très bien décrites par l'équipe de M. Cauchois et de Deburge, qui était une simple fenestration. A contrario, le malade se plaint d'une symptomatologie polyradiculaire et l'imagerie montre une sténose étagée droite-gauche. Et il faut savoir, dans ce cas-là, proposer une laminorthrectémie étendue, toujours sans fixation et sans fusion. Deuxième situation, le rachis a une composante dynamique. La composante dynamique, ça veut dire que, comme l'avait dit Pendjabi, les deux vertèbres, l'unité vertébrale se déplace dans l'espace de façon anormale. Il y a une décoaptation des vertèbres. Et dans ce cas-là, on peut avoir, comme le dit Pierre Guigui, mais c'était Pendjabi qui le disait avant lui, on peut avoir une symptomatologie radiculaire. Voilà l'exemple d'une scoliose qui, sur le scanner du milieu là-haut, vous montre une décoaptation vertébrale avec une radiculalgie. Et bien, si vous rechaussez les deux vertèbres, vous voyez un calibre rachidien qui redevient normal. C'est ce qui avait été fait par une immobilisation avec réduction dans un plâtre, ensuite traction. Une simple ostéosynthèse de Cottrell-Dubousset a permis de voir la radiculalgie totalement disparaître. Le rachis instable. Très rapidement, qu'appelle-t-on une instabilité? Alors pour les physiciens, une instabilité ou un équilibre stable, c'est lorsqu'une bille qui s'écarte de sa position de départ y retourne. C'est la petite bille que vous mettez dans votre lavabo et hop, qui repart, qui se remet à sa position de départ. À la différence d'équilibre dit instable, c'est une bille comme un bilboquet qui se déplace, qui peut jamais retourner à sa position de départ. Voilà l'exemple d'un malade de Jean Dubousset qui est une spondyloptose, où vous voyez parfaitement que la colonne vertébrale a glissé sur le sacrum et jamais vous verrez la vertèbre L5 se rechausser sur S1. Alors, dans ces formes-là, eh bien, il faut savoir soit stabiliser le rachis, soit réduire la déformation par une instrumentation associée à la décompression. Alors, enfin, parfois, la déformation est fixe et rigide, et dans ce cas-là, il faut savoir faire une chirurgie plus invasive de décompression, fixation et réduction de la déformation. Alors, il faut savoir que ces patients sont souvent âgés, mais souvent actuellement très actifs. Il faut bien connaître le bénéfice et le risque, et donc bien discuter avant toute discussion chirurgicale. Pas se précipiter sur les malades, pas regarder les radios. L'altération rachidienne est un processus normal de vieillissement, et il y a de tonnes de malades, moi le premier, qui est lombalgie chronique et qui ne subira ni traitement ni chirurgie. Jean-Marc, tu viens nous donner ton point de vue sur cette question que tu connais particulièrement bien, toi aussi. Bonjour à tous. Je viens sans image parce que Philippe a tout montré. En fait, bon, il faut comprendre cette pathologie, c'est celle qui est la plus fréquente dans les services de chirurgie, ça c'est sûr, c'est le pain quotidien. Et donc, concernant la hernie discale, dont tu as parlé en premier, à mon avis, le piège qu'il faut absolument reconnaître, c'est la véritable urgence, et ça revient au traumatisme médulaire, c'est le syndrome de la queue de cheval. Pourquoi c'est un piège? Parce que les patients ont parfois ce tableau et n'osent pas trop en parler. Ils ont un peu mal dans la jambe, mais ils ont surtout des problèmes sphinctériens, ils n'osent pas en parler à leur médecin, à leur entourage, et on a souvent des diagnostics retardés, et plus on attend, plus il y aura de séquelles. Ça, c'est sûr. Après, pour tout le reste, ces hernies ultra fréquentes avec des sciatiques
dites banales et non déficitaires, ça guérit 9 fois sur 10 sans être opéré. Voilà, ça c'est clair. Hein. Tu l'as tout à fait dit. Ce sont les macrophages qui mangent la hernie, là, qui la boulotte, et ça disparaît. Les imageurs l'ont montré et on le sait très bien. Après, deuxième sujet, beaucoup plus difficile, c'est la lombalgie chronique. Alors ça c'est un problème. Hein. Disons, la chirurgie dans la lombalgie chronique, c'est un problème, parce qu'il faut être ultra prudent. Plus je vieillis, moi, et moins, peut-être Jean-Paul ne sera pas d'accord, il me dira que moins on a envie d'opérer les lombalgies chroniques pures, parce qu'on sait que c'est très compliqué, il y a des tas de facteurs généraux, il y a tout à fait l'entourage. Ceci dit, il faut quand même reconnaître qu'on a fait des progrès avec l'imagerie. Ce MODIC dont vous avez entendu parler, MODIC 1, c'est un signal qui est très spécifique, qui est inflammatoire et qui est corrélé à de la vraie lombalgie. Si on a ça en général sur un seul niveau, eh bien, si on court-circuite ce segment par prothèse ou par arthrodèse, alors on ne va pas rentrer dans les détails, là on a de bons résultats. Je crois que les chirurgiens qui pratiquent ça peuvent le dire, mais c'est très rare. C'est très rare. Hein. Mais on a fait des progrès avec l'IRM. Là, hein. Autrefois, ces signaux inflammatoires avec pincement disco, ça s'observe souvent chez la femme. Autrefois, quand j'ai commencé avec M. Sénégas, mon maître, on voyait des jeunes femmes de 40 ans arriver avec un disque pincé qui se plaignaient du dos. On se disait, elles sont complètement hystériques. On s'en occupe pas. Et maintenant qu'on a l'IRM, on a totalement changé. Parce qu'on a vu qu'il y avait de l'inflammation par défaut d'amortissement. Ça faisait très mal, et on les opérait, et ça marchait bien. Je crois que ça, il faut le dire. Alors après, le dernier sujet, c'est le canal lombaire étroit. Il faut comprendre, nous on dit aux patients, que le canal lombaire étroit, c'est inexorable. C'est comme les rides au visage. C'est-à-dire, si on fait une imagerie passé 50 ans ou 60 ans, on a tous probablement un canal lombaire étroit. Après, il faut savoir si c'est vraiment symptomatique ou pas. Des fois, c'est très gênant. Hein. On a du mal à marcher, c'est la claudication. On opère, et ça marche très bien. Mais attention, parce que quand on est âgé, on peut avoir mal au membre inférieur, avoir la hanche qui fait mal, le genou qui est arthrosique. Très souvent, le patient aura très vite une IRM lombaire, on va trouver des signes, et il faut faire attention de ne pas passer à côté d'autres lésions au niveau des membres inférieurs, notamment arthrosiques. Voilà, mais cette chirurgie du canal étroit, avec fixation, sans fixation, maintenant mini-invasif, elle marche bien si on opère sur le bon symptôme qui est la claudication. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il doit y avoir quelques questions dans la salle quand même, là, à ce sujet-là. Hein. Non? Vous n'avez jamais eu mal au dos? Non, je vais poser deux questions, enfin thérapeutiques. À un moment donné, on a préconisé dans les sciatiques les tractions vertébrales. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il en est de la nucléolyse? Parce que ça a été une grande mode, la nucléolyse, pour les rhumatologues. Alors moi, je vous réponds, puisqu'on était service à Cochin, un petit peu l'un des services phares de la nucléolyse, et il y avait deux services qui s'opposaient, celui de M. Maquès, tout respect que j'ai, ainsi que M. Amor. Alors chez M. Amor, on faisait des hexatriones, et on a prouvé que ça donnait des ossifications, voire des calcifications intracanalaires qui étaient secondairement repris chirurgicalement, et ils ont abandonné. Et chez M. Kemakès, on faisait de la papaïne avec d'excellents résultats. Cependant, le laboratoire qui diffusait la papaïne n'est pas rentré dans leur compte, parce qu'aux États-Unis, ils ont eu plusieurs accidents de papaïne avec décès. Donc ça a été retiré du commerce dans tous les pays, je dirais anglo-saxons. Le marché s'est écroulé et on a définitivement arrêté toute la papaïne à Cochin. Tu veux répondre? L'attraction, ça peut se proposer, ça fait partie du panel des traitements conservateurs. Hein. C'est l'idée, on l'explique aux patients, on tire dans l'axe, on peut réintégrer entre guillemets le disque. Le problème, c'est que dans les formes très aiguës, il faut aller chez le kinésithérapeute pour subir ça. Donc c'est un peu en première ligne, c'est pas l'idéal, mais ça peut se proposer, bien sûr. Et l'ostéopathie? J'ai une anecdote, parce que j'anime à Cochin le service avec M. Maquès, je suis entre guillemets l'expert du service. Et un jour, un malade, il voulait absolument que je l'opère de plusieurs niveaux, et je me refusais à le faire. Et le malade me dit, je voudrais aller voir un guérisseur africain. Et je lui dis, écoutez, pourquoi pas, je voulais pas l'opérer. Moi, M. Maquès voulait absolument que je l'opère. Et le malade revient au staff 2 ans plus tard. Il y avait un panel comme ça avec tout le service de M. Maquès et ses agrégés avec M. Amor, et il dit, je voudrais remercier le docteur Bancel pour ce qu'il a fait, et il dit, c'est un très brillant chirurgien, etc. Alors Maquès me dit, je vous félicite, montrez les radios. Il dit, non, je suis allé voir sous ses conseils un guérisseur africain, et j'ai guéri. Voilà. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, vous avez
fort bien dit qu'il fallait être extrêmement prudent dans les indications chirurgicales, parce que souvent cette symptomatologie est difficile à définir, on ne sait pas très bien d'où elle vient, les malades sont âgés, etc. Mais dans les freins qu'on a, il y a quand même un frein qui me paraît très important, moi, c'est que c'est une chirurgie qui n'est pas sans complications. Et pour en avoir pratiqué beaucoup, ça s'est souvent bien passé, heureusement, mais pas toujours. Et soit dans la chirurgie de l'hernie discale, soit dans la chirurgie du canal étroit, on a quand même de temps en temps des complications qui peuvent être sévères. Alors la question que je pose, c'est est-ce que les méthodes chirurgicales que vous pratiquez actuellement, la chirurgie mini-invasive, la chirurgie endoscopique pour aborder ces lésions, a fait diminuer les complications et séquelles de cette chirurgie qu'on rencontrait quand même relativement souvent, et donne donc plus de souplesse dans les indications parce qu'on craint moins les complications. Bon, il faut peut-être relativiser, parlons de la hernie discale ou du canal lombaire étroit simple, c'est-à-dire un geste qui est vraiment sur un seul segment, qui est assez court. Avec l'imagerie, on sait exactement où il faut aller. Donc on fait des abords sans qu'ils soient totalement mini-invasifs, très petits. Et ce qu'on annonce aux patients, risque principal, on l'a dit dans le discours en consultation, 1% de risque d'infection. C'est très léger, pour ce type de chirurgie très localisée. Je ne parle pas des grandes... Et 1% de paralysie, entre guillemets, post-opératoire par hématome ou faux mouvement. C'est vraiment très très faible, hein, franchement. Mais je parle de la chirurgie, vous voyez, à ce niveau très simple. Hein. Alors après, est-ce que le mini-invasif dont vous avez tous entendu parler a fait faire des progrès? Oui, certainement, en termes de suite. Je ne parle pas plus des complications. En termes de suite, si on fait vraiment du très très peu invasif, le sujet peut être opéré en ambulatoire. Alors ça c'est sûr, hein, c'est la chirurgie en un jour. Et ira plus vite, ira mieux plus vite. À 6 mois, tout le monde pareil. Hein, chirurgie conventionnelle et mini-invasif. Là, je suis sous le contrôle de nos amis neurochirurgiens. À 6 mois, pas de grosse différence. La différence, elle est vraiment au départ, peut-être pour de la chirurgie en un jour, en ambulatoire, hein, avec le mini-invasif. Et les complications sont quand même plus faibles. Après, si on part sur des chirurgies très très longues, très compliquées, alors là, évidemment, c'est pas la même affaire. Hein. C'est pas la même affaire.